Salut à tous et bienvenue dans le 97e numéro déjà de Hors-jeu Capital. Alors une émission un peu spéciale au vu des événements d'hier. Je vais d'abord vous présenter mes deux camarades puisque on sera en comité restreint aujourd'hui. Tout d'abord Nicolas Puravo. Salut Nico, Salut Mousse, salut Yacine et bonjour à tous. comment ça va? Écoute, ça va, nous on n'a pas été cambriolés cette nuit chez moi, donc déjà plutôt positif. Et puis bien énervé par contre par le match et par la prestation encore du PSG hier. Ça a été une soirée, voilà, une bonne soirée comme on en a eu l'habitude déjà cette saison, et celle-là a été pas mal quand même. Et on va y revenir, on va y revenir dans la foulée. Mon deuxième camarade, le très exigeant Yacine Amned. Salut Yacine, Salut à tous. comment ça va? Ouais, ça va moyen, ça va moyen. Déjà par rapport aux événements, parce que je trouve que bon, c'est déplorable, mais surtout, le match aussi, parce que en fait, tout est catastrophique dans cette soirée. Tu as un très joli maillot par contre. Merci. C'est le maillot de Vincent Guérin, Coupe de France 1993. Ah, tu vas faire des envieux. Alors, en préambule, je voulais juste te dire que, évidemment, par rapport aux événements extrasportifs, on s'est un peu posé la question de savoir si, il fallait faire le débrief ou pas. Et il y a quand même des choses à dire sur le match. Donc, nous, ce qui nous intéresse, évidemment, ça sera exclusivement le terrain. On reviendra en fin de podcast sur les événements qu'ont touché Angel Di Maria, sa famille, ainsi que Marquinhos. Mais voilà, nous, on va analyser le match parce que c'était un tournant du championnat, parce que Lille et Lyon avaient fait une contre-performance et que Paris avait l'occasion de repasser devant en tête, à ex-aequo avec Lille, mais au goal average, loin devant Lille, donc aurait dû être premier du classement. Donc voilà, nous, on va vraiment parler terrain, on va analyser la première mi-temps, la deuxième mi-temps, et puis ensuite, on reviendra évidemment sur les événements qui sont passés hier. D'abord, je vais commencer par toi, Nico. Un mot sur la composition de départ. On a vu qu'il y a eu des changements et on s'est tous plus ou moins réjouis de voir qu'au milieu de terrain, voilà, Verratti, Rafinha, tu ajoutes aussi Draxler sur un côté gauche qui est plutôt pas mal en ce moment, on va dire, même si hier, on en reviendra, c'était pas fou à part son but. Qu'est-ce que toi, tu as pensé déjà de la compo de départ, Nico, pour ce PSG Nantes placer le Paris Saint-Germain premier de la Ligue si victoire il y avait eu au bout. Bah, on va dire que sur le papier, c'est attrayant parce que tu as effectivement des joueurs qui sont censés t'apporter quand même des garanties offensives. Malheureusement, on a très vite vu que ce n'était pas une compo qui allait fonctionner parce que tu as déjà un avant-centre qui n'est pas avant-centre et qui n'est jamais à son poste. Et donc, en fait, c'est une compo qui t'a vachement déséquilibré, comme on l'a souvent vu. On attendait beaucoup de l'association Rafinha-Verratti avec Danilo derrière dans un rôle un peu plus habituel de ce qu'il sait faire. Donc, de ce point de vue-là, le milieu, moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal quand j'ai lu la compo. Et puis après, c'est pareil, encore une fois, sur le papier, un trio Di Maria, Mbappé, Draxler, tu peux imaginer que ça va être sympa, mais ça nécessite des efforts, ça nécessite beaucoup de choses. Et à partir du moment où tu ne fais pas ce qu'il faut sur le terrain, ça suffit pas d'avoir des jolis noms. Et on l'a vu hier que c'est une animation offensive qui n'a pas du tout fonctionné. Et Yacine, pareil, on a souvent, et même toi d'ailleurs, tu as souvent réclamé l'association des deux joueurs, Verratti et Rafinha, et malgré tout, on a l'impression qu'hier, alors sur l'entame de match, et même sur toute la rencontre, peut-être même sur l'entame de match, moi en tout cas, j'y ai cru un peu les 5 premières minutes, je me suis dit, tiens, Paris est un peu dedans, mais après, on est rentré dans un train-train habituel où les joueurs n'ont pas mis ni de vitesse, enfin, il y a pas eu même au niveau de la créativité, c'était pas terrible. Et pourtant, tu avais quand même un Verratti, un Rafinha. Toi qui as souvent réclamé l'association des deux, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de la compo déjà de départ et du milieu de terrain et j'exclus Danilo parce qu'il était, il était dans son rôle, il était à sa place, mais sur la relation Verratti-Rafinha, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, hier, et sur la compo, évidemment, dans sa globalité? Sur la compo, je suis un peu de l'avis de Nico. Moi, déjà, j'avais dit, il avait fait l'erreur après le match aller contre Monaco de ne pas changer d'équipe du tout. Là, il avait apporté quelques retouches, il y en a trois ou quatre.
Donc bon, je me suis dit déjà, il a compris déjà que la première fois, il manquait un petit peu de jus pour se remettre dedans. Bon, il a fait des changements. Le problème, c'est que comment juger l'association Rafinha-Verratti quand autour, il ne se passe rien. Euh, le problème, c'est que c'est un peu comme le match contre Barcelone. Moi, je veux bien qu'on me dise, lui, il n'a pas été bon, lui, il n'a pas été bon. Ok, ça, d'accord. Maintenant, lui, il n'a pas été bon, mais à cause de quoi? Parce que, encore une fois, si le football, c'était un sport individuel, ça se saurait. Donc, quand les joueurs ont le ballon, euh, j'ai une action à la 30e minute avec Draxler qui a le ballon, et devant, il y a zéro appel, zéro mouvement. Moi, je veux bien qu'on m'explique que ouais, il doit faire la différence. Rafinha, Verratti, ça doit être associé. Ok, mais maintenant, si autour d'eux, il se passe rien, voilà, Verratti, il y a deux, trois actions en première mi-temps et aussi en deuxième où il porte le ballon, il avance, il regarde, il peut rien faire, il avance, il regarde, il se passe toujours rien. Voilà, hier, il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait pas d'intensité, il n'y avait pas d'envie, il n'y avait pas de... Alors, on nous a expliqué qu'il paraît qu'il restait 12 finales il y a 2 matchs. Ben, moi, je les vois pas. Moi, je vois pas une équipe qui joue des finales. Euh, voilà, encore une fois, comme à Lorient, tu as joué le 19e au moment de la rencontre et tu t'es pas imposé. Comme à Lorient, on a vu des joueurs, je sais même plus si c'est suffisant. Franchement, je peux même plus donner d'adjectif. Parce que la suffisance, c'est une fois, 2 fois, mais quand c'est 10 fois, c'est plus de la suffisance. C'est que t'es pas dedans, t'es pas professionnel. Voilà, honnêtement, l'association Verratti-Rafinha nous a fait rêver, mais il faut il se passe des choses autour. Et hier, il se passait rien. Voilà, et on peut revenir sur plein de choses, les latéraux. Enfin, voilà quoi. Franchement, c'était très. La première période, franchement, c'était très dur. Mais comment est-ce que vous expliquez justement que ce PSG, qui avait l'occasion de passer premier, parce qu'en plus, il jouait en connaissance de cause, enfin, en sachant les résultats de ses 2 adversaires directs, Lyon qui avait fait match nul et Lille pareil, juste avant contre Monaco. Comment on peut expliquer que ce PSG n'ait pas eu de motivation pour essayer d'aller chercher ce match? Alors, Pochettino avait parlé des matchs post-Ligue des Champions en disant qu'il fallait toujours 20 minutes pour se mettre dans le match, pardon. Est-ce que vous pensez que c'est toute la pression qu'ils ont eue mercredi parce que c'était le Barça, parce que c'est toujours un contexte particulier et qu'en plus le match n'était pas terrible et qu'on aurait pu assister j'allais dire un drame, mais c'est presque ça. Est-ce que vous pensez que vraiment c'est l'énergie laissée en Ligue des Champions qui a fait ça, ou c'est le PSG habituel qui, lorsqu'il rencontre une équipe beaucoup plus faible qu'elle, il va tranquillement en se disant de toute façon on est supérieur et ça finira par passer, Nico? Il y a 3 pistes de toute façon de réflexion. La première, elle est physique. On en a souvent parlé. On a dit que cette équipe n'était pas capable d'enchaîner les matchs parce que c'est une saison particulière, sans préparation, et qu'on allait traîner ça jusqu'au bout. Donc ça, c'est le premier argument. Le souci, c'est que quand tu vois les 20 dernières minutes des Parisiens où ils mettent enfin un peu d'intensité, c'est que tu te rends compte qu'en fait, ils ne sont pas cramés puisqu'ils arrivent à courir sur la fin. Donc ça veut dire que l'entame de match, ce n'est pas un problème physique. Après, tu peux te retrancher sur un problème de qualité, de dire que cette équipe n'est pas capable de produire du beau football, surtout contre des équipes bloc bas comme ça qui défendent. Alors moi, je veux bien, mais il y a quand même des sacrés joueurs dans cet effectif et on a déjà vu quand même par moments des belles choses. Donc cet aspect, ils ne sont pas capables, je n'y crois pas non plus. Et après, effectivement, la troisième piste, c'est une question de volonté. Et ce que dit Yacine, c'est vrai, quand tu n'as pas d'intensité, c'est un match qu'on a vu 10, 20, 30 fois ces dernières années. Et voilà, tu te mets au niveau de l'adversaire, tu te dis que ça va suffire. La première mi-temps, elle est juste honteuse au niveau des comportements, au niveau des courses, au niveau même de la qualité du jeu, parce qu'il y a un nombre de mauvaises passes et de mauvais contrôles, c'est hallucinant. Mais tout ça, c'est lié parce que tu commences le match en mode sénateur. Et puis, tu laisses ton équipe, tu laisses l'adversaire prendre confiance. Et puis, ça devient dur. Et puis, dès que tu as ouvert le score, tu joues plus du tout. Donc voilà, moi, je pense que tout ça, c'est encore une fois du problème de comportement. C'est une équipe qui se repose sur ses individualités dès lors que c'est facile sur le papier. Sauf que cette année, les individualités, elles ne sont pas capables de te sortir à chaque match des mauvaises situations. Et je suis très déçu parce qu'on avait annoncé que l'arrivée de Pochettino allait changer quelque chose. Que le fait d'avoir, c'est pas lié du tout à Pochettino lui-même, je pense, ne serait-ce que d'avoir un nouvel entraîneur,
attends un nouvel élan les premiers mois. Et puis alors là, avec le contexte du championnat et le fait que ce soit très serré, tu pouvais dire, bon, bah, les mecs vont partir 6 mois en opération commando. À l'arrivée, en fait, ouais, ils sont partis, mais au Club Med, quoi. Voilà, ils sont encore en mode détente. Donc, bah, c'est incompréhensible, moi, je trouve. Je ne veux pas dire faute professionnelle, parce que j'aime pas cette expression et que je trouve qu'elle n'a pas trop de sens, mais c'est grave d'attaquer un match comme ça quand tu peux prendre la tête du championnat, de montrer aussi peu d'envie contre une équipe qui est, rappelons-le, 19e, quoi. C'est dramatique. Yacine? Ouais, moi je pense que l'élément essentiel, c'est que pendant des années, tu as été à ce moment-là de la saison avec 15 points d'avance. Et qu'en fait, on a une équipe qui se dit, c'est bon, ça va passer. Tranquille. C'est bon, c'est que Nantes. À un moment donné, ça va passer. Il n'y a pas besoin de courir. Il n'y a pas besoin de défendre. C'est que Nantes. À un moment donné, on va marquer. En plus, comme par hasard, tu marques juste avant la mi-temps sur une action étrange, mais qui finit au fond. Donc tu te dis, tu mènes 1-0. Bah voilà, ça te conforte dans ce que tu penses. Ouais, ça va passer. C'est que Nantes, ça va passer. Ça va. Quand on va marquer, ils vont être obligés de jouer différemment et puis ça va finir par rentrer. Sauf qu'en fait, tu te rends compte que cette année, encore plus que les autres, les équipes qui ont bien défendu, elles ont réellement mis Paris en difficulté. Et en fait, les autres années, tu avais toujours une action, un joueur qui te débloquait la situation. Malgré tout, un peu un autre état d'esprit quand tu menais. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas tout ça. Donc, voilà, tu mènes 1-0 à la mi-temps et tu te dis, bah, c'est bon, ça va suffire, c'est que Nantes, il nous arrivera rien. Mais pourtant, tu viens de le rappeler, Yacine, c'est pas la première défaite du PSG cette saison, c'est la 7e. Donc, comment les joueurs peuvent encore rentrer sur la pelouse avec cet état d'esprit quand on sait qu'ils avaient déjà perdu 6 matchs et avec quasiment le même scénario, c'est-à-dire manque de jeu, manque de vitesse, manque d'initiative. Comment on peut l'expliquer avec l'effectif qu'on a, et surtout que Pochettino avait fait un peu tourner. Donc tu parlais de fatigue tout à l'heure, Nico, mais l'effectif a quand même un peu tourné. Est-ce que le coach est fautif? Parce que tu en parlais dans ton papier, Yacine, dans ces causeries. Est-ce que finalement, les coachs passent, mais c'est toujours la même chose? C'est-à-dire qu'on n'ose pas dire les choses aux joueurs parce qu'ils ont un statut, parce qu'on les a habitués à un confort, etc. Est-ce qu'il y a aussi un déficit du côté du coach cette fois-ci, mais dans le discours pour, je ne sais pas, galvaniser ces joueurs et leur dire non, les gars, ce soir, on gagne ce match, on est premier, et ensuite, voilà, on déroule, on gagne tous nos matchs et on est champion. Est-ce que d'après vous, je te donne la parole, Nico, mais est-ce que d'après vous, le coach aussi, il y a un souci de communication, je ne sais pas, peut-être qu'il n'arrive pas à transmettre ses idées. Qu'est-ce que vous en pensez, Nico? Dans l'entame, en tout cas, il y a clairement un problème. Parce que tu peux avoir en cours de match des sautes de concentration, de performance, tu peux avoir des périodes de moins bien, c'est normal, mais encore une fois, tu commences le match en ayant la perspective de prendre la tête du championnat. Je ne sais pas, tu débutes ce match à 2000, tu mets un premier quart d'heure de fou, tu mets tout de suite Nantes la tête dans l'eau pour leur montrer ils sont condamnés ce soir à prendre des vagues. Tu mets tout de suite un ou deux buts, et puis après, si tu as envie de faire ton cacou sénateur pendant 80 minutes, tu le feras derrière, tu vois, mais tu peux pas commencer le match comme ça, parce que t'es vraiment en mode, excusez-moi, t'es vraiment en mode, en fait, tu te mets toi-même dans la merde parce que tu te mets sur un faux rythme, et puis après, c'est difficile de changer de rythme dans un match, et en plus, tu confortes ton adversaire dans son schéma de jeu, parce que les Nantais en première mi-temps, ils sortent quasiment pas, mais bah, ils voient qu'ils ne sont pas spécialement gênés. Sur un ou deux contres, ils te font mal, et puis il ne faut pas oublier qu'ils sont quand même tout près d'obtenir un penalty dès la 20e minute. Donc en fait, bah, cette attitude de départ, tu fais tout ce qu'il ne faut pas faire en fait, pour te rendre la soirée compliquée. Et ça, ouais, j'ai envie de te dire, c'est quelque part le rôle de l'entraîneur, de les gonfler à bloc pendant la causerie, avant l'échauffement, juste avant d'entrer sur le terrain. Tu les vois rentrer, hein, tu vois les images dans le tunnel, hein, ils sont tous tranquilles, ça discute, ça sourit, tu sens pas les mecs, comme disait Yacine, qui vont jouer une finale. Tu rentres pas en étant en mode guerrier, et je sais pas si cette équipe est capable d'avoir cet état d'esprit. C'est ça qui est le plus inquiétant aujourd'hui, c'est que on est tout le temps à dire oui, mais ils gèrent, oui, mais est-ce qu'ils sont capables vraiment d'attaquer les 10 derniers matchs, surtout contre les petites équipes comme ça, avec un état d'esprit autre? À Lyon, ils vont l'avoir cet état d'esprit, ça se trouve. C'est ça qui va être le plus frustrant.
Mais est-ce que derrière, quand on va aller à Strasbourg, quand on va jouer Nîmes, des équipes comme ça, est-ce qu'on va pas encore être en mode comme ça? Moi, je vois pas de raison que ça change, quoi. C'est ça qui est inquiétant. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais Yacine, toi, sur le rôle du coach et sur le fait que il est là depuis le mois de janvier, que lui aussi n'arrive pas à galvaniser ses joueurs ou en tout cas à pointer du doigt l'importance, quel que soit l'adversaire, des matchs en Ligue 1. Alors, sur la causerie, moi, je suis partagé, mais en fait, pour moi, la causerie, toute la saison, elle n'a pas de réel impact. Mais elle a des impacts à des moments clés. Euh, bon, moi, j'ai été coach, donc je parle aussi de mon expérience. Je ne faisais pas une causerie de 7-10 minutes à chaque match parce qu'il n'y a pas d'intérêt, parce qu'en fait, tu rentres dans une routine, les joueurs ne t'écoutent plus. Par contre, en fait, tu sais qu'il y a des moments clés dans la saison. Alors, la causerie, par exemple, avant la Ligue des Champions, elle est importante dans ce que tu vas mettre en place sur le terrain, elle n'est pas importante dans la motivation. Les joueurs, ils n'ont pas besoin de ça à ce moment-là. En championnat, comme l'a dit Nico, effectivement, contre Lyon, contre Lille, contre Monaco, alors Monaco, c'est un mauvais exemple cette année, mais voilà, la causerie, elle a aussi moins d'impact normalement. C'est-à-dire que là, tu sais que c'est un des gros matchs de la saison. Par contre, effectivement, il y a des moments clés dans la saison. Et c'est là aussi qu'on se rend compte que finalement, on a peut-être minimisé tout ce qui s'est passé avant. À savoir que quand le PSG finissait avec 20 points et tapait 3 Lorient, Brest et compagnie, c'était normal. On se rend compte que finalement, c'était pas si normal. Ça veut dire qu'il y avait quand même une équipe qui avait un état d'esprit, qui ne laissait pas tomber. Quand Paris va gagner 9-0 à 3, ouais, on dit, ouais, c'est normal. T'as Zlatan, t'as Cavani, t'as Verratti, t'as Motta, c'est facile. Bah, en fait, finalement, on se rend compte que c'est pas si facile que ça. Et cette année, le problème, c'est... D'ailleurs, Yacine, je te coupe. Même après la défaite à Barcelone 6-1 avec Unai Emery, on sent quand même que sans doute il y a un peu du coach, mais l'équipe n'a pas lâché, ce qui aurait pu être le cas parce que c'était vraiment c'était un désastre, un effondrement total après le 6-1 au Nou Camp. Et pourtant, les joueurs ont gardé un peu cette concentration et ont réussi quand même à aller jusqu'au bout. Et on a l'impression mais après, à chaque fois, que ce soit avec Thomas Tuchel et aujourd'hui avec Pochettino, on a l'impression qu'il y a plus. Alors, les joueurs ont changé, etc., mais il y a plus cet état d'esprit. Et une dernière chose que je voulais dire, et vous réagirez, il y a eu beaucoup de critiques d'anciens coachs, et notamment Saki, qui avait souvent parlé, qui a souvent été très, très dur avec le PSG et qui a toujours dit, pour moi, cette équipe, c'est tout sauf un collectif. Et qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec lui? Il est trop dur ou vraiment aujourd'hui on sent que lorsqu'il gagne, il y a du collectif un peu, mais c'est souvent aussi grâce à nos individualités. Et pour le reste, on ne voit pas ce lien. Alors ils sont très amis en dehors, etc., les barbecues, tout ça. Mais sur le terrain, on ne sent pas cet effort collectif, cette vague collective. Ou bien par à coup, comme face à Barcelone lors du 4-1 au match aller. Ouais, Nico. mais le truc, attends, je termine juste sur le truc, c'est qu'en fait, déjà, de toute façon, il n'y a pas de collectif. On l'a répété toute l'année, on peut reprendre tous les podcasts un par un. On n'a jamais vu de collectif. Donc, ça, déjà, c'est ce qui te permet, justement, dans un match comme ça, de t'appuyer là-dessus. Tu es un peu moins bien. Voilà. Il y a des ressorts on l'a dit, le fait de changer 2-3 joueurs. Mais on a l'impression que ces joueurs, en fait, ils apportent pas ça. Ils se mettent dans le moule. Tu vois, ils se mettent dans le truc et ils viennent dans cette apathie générale. Ils rentrent dedans. Et même s'ils n'ont pas joué 3 jours avant, bah, ils se mettent au niveau des autres. Et dernière chose, le scénario du match, ce que disait Nico tout à l'heure sur le fait que Nantes, en première période, a subi, et finalement à la mi-temps, il y a peut-être eu aussi Comboré qui a dit hey, les gars, je crois qu'ils n'ont pas envie de jouer. Donc à un moment donné, nous, on va quand même essayer de faire quelque chose. Mais on l'a vu contre qui? On l'a vu contre Brest, on l'a vu contre Nîmes. Et même si le score final, en fait, est différent, regardez bien, les scénarios des matchs, ce sont les mêmes. Nîmes prend confiance à la mi-temps, et en fait, Paris les fait exploser à un moment donné. Contre Brest, je crois qu'il y a 2 buts dans les 8 dernières minutes pour faire 3-0. Mais sur le scénario global du match, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a des équipes qui se disent ah, c'est le PSG, c'est au Parc des Princes. Puis finalement, à mi-temps, on se dit oh, attends, je crois qu'ils n'ont pas envie de jouer. On va peut-être prendre confiance. On va peut-être se dire qu'il en a un coup à jouer ce soir. Voilà. Maintenant, pour terminer sur le rôle du coach, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes dans. Alors, le côté serein, entre guillemets, ou zen, sur le côté, c'est bien de temps en temps, mais je pense que parfois, il faut aussi leur rentrer dedans. Le coaching,
le fait qu'il il ne s'énerve jamais, moi, franchement, je ne sais pas comment il fait. Voilà, je ne sais pas comment il fait parce que moi, si je suis l'entraîneur à ce moment-là et je vois certaines attitudes, non mais sérieusement, des mecs qui ne se replacent pas, qu'on aura la faute du ballon, qui perdent le ballon, qui reviennent en marchant, qui dézonent. Parce que on m'a même expliqué, parce que j'ai tweeté sur Mbappé à la mi-temps, on m'a expliqué que c'était ce que lui avait demandé. Alors, il y a des gens qui ont apparemment les causeries, parce qu'on m'a expliqué que c'était ce que lui demandait Pochettino de dézoner. Mais non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Ok, tu peux dézoner. Tu peux dézoner quand il y a un système qui est préparé pour que les autres prennent ta place. Et tu peux dézoner une ou deux fois pour faire sortir ou mettre du doute dans la défense adverse. Mais tu ne peux pas ne pas être là à chaque fois. Alors, on peut parler de Dagba rapidement pour terminer. Ok, il n'a pas centré. On a l'habitude. Mais en même temps, sur les 5 ou 6 fois où il a la possibilité, il y a 2 fois où je les ai relevés, parce que je ne vais pas non plus le détruire à chaque fois. Il lève la tête, il n'y a personne devant le but. Donc, oui, ok, mais alors qui joue avant-centre? Et si c'est pas Mbappé et qui doit finalement dézonner, il doit bien se passer quelque chose. S'il ne se passe rien, c'est qu'il n'y a rien de préparé alors à la limite. C'est encore pire. Nico? Bah, je pense que c'est ça. De toute façon, on a déjà pointé du doigt les défaillances collectives, le manque de circuit de passe, le manque de mouvements sans ballon, de jeu à 3 sur les côtés, enfin, toutes les combinaisons que tu vois logiquement dans une équipe lambda. Et le PSG devrait être capable forcément aussi de le faire comme les autres, avec en plus de la qualité technique, ce qui devrait te permettre d'avoir un jeu séduisant. Sauf qu'à partir du moment où tu n'as absolument pas tous ces circuits de passe, et ça, Pochettino, malheureusement, il est dans l'héritage de Tourelle et c'est pas en 2 mois qu'il va révolutionner le PSG collectivement. Mais on en revient toujours au même problème, c'est que tu as une équipe qui... Le jeu du PSG, ça a été souvent, comme le dit Yacine, des individualités qui se mettent à jouer avec quand même les copains à côté, et ce qui fait que par un col à qualité, parce que ce sont des grands joueurs, il y a des choses qui vont finir par se passer. Mais quand tu as des matchs comme hier où tu es moins bien, ou physiquement tu n'es pas dedans, ou alors parce que tu n'as pas envie, tu dois avoir un collectif, une routine de jeu qui se met en place et qui va faire qu'il va se passer des trucs. Sauf que le PSG, il n'a pas cette routine de jeu. C'est le drame. C'est que tu n'as pas, encore une fois, tu n'as pas de jeu sur les latéraux, tu n'as pas de dédoublement. Tu le sens tout ça, tu le vois de toute manière, tu le vois dans les mouvements des mecs, tu vois bien que quand ils ont le ballon, il n'y a pas de certitude, tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu vois pas avec le PSG des actions récurrentes, des combinaisons de jeu, des trucs que tu vois avec d'autres équipes. Paris, tu vois pas ça. Donc, Tout le monde improvise. c'est ça, c'est vraiment ça, c'est improvise. Alors, tu as des artistes, donc tu pars du principe qu'ils ils vont créer tes trucs. Mais quand eux, ils ne créent pas, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien. Et hier, c'est exactement ça, il ne se passe rien. Collectivement, c'est un désert total. Et alors, en plus, tout ça, c'est complètement aggravé par le côté suffisance, intensité nulle. À l'arrivée, comment tu peux t'en sortir? Parce que c'est le but de Draxler, comme il est gentil, Yacine, quand il dit il est bizarre. Il n'est pas bizarre, elle est miraculeuse l'action. Parce que le ballon, il ne doit jamais arriver à Draxler. Il n'est pas du tout pour lui déjà, le ballon. L'action elle-même, avant que le ballon atterrisse dans les pieds de Draxler, l'action en elle-même, elle est jolie. C'est plutôt ça qu'on attend du PSG, un jeu rapide en une touche et qui déstabilise un peu l'adversaire. Ouais, il y a 3 passes. Il y a 3 bonnes passes. Il y a 3 passes et il y a une mauvaise passe de Di Maria pour finir qui arrive sur Draxler. Donc voilà, moi j'attends plus. Mais c'est vrai que. Positif. Ouais, bah, tu vas être le seul aujourd'hui, je crois. Mais non, mais c'est vrai, en plus, Dagba, pour une fois, il est en position de centre hier. C'est pas souvent. Et c'est vrai, tu les vois sur les images, il n'y a personne au centre. C'est quoi l'intérêt? Mais est-ce que le fait que Pochettino justement ait mis Mbappé en pointe, c'est justement parce qu'il savait qu'il allait avoir un bloc bas, une équipe très très regroupée, que ça allait être difficile ce serait un match difficile quoi qu'il arrive pour Icardi, où il a fait une erreur et justement il aurait dû se dire au moins on a un point de fixation qui bouge pas de la surface, parce qu'Icardi lui quand il est dans la surface il y est, il décroche très peu, contrairement à ce qu'a fait Mbappé. Est-ce que peut-être alors c'est une donc du coup c'est un peu j'allais dire une erreur de casting, oui, mais de composition pardon. Est-ce qu'il aurait fallu laisser Mbappé sur la gauche et un point de fixation comme Icardi, parce qu'il y avait quand même moyen d'avoir quelques centres, que ce soit par Dagba ou par Abdou Diallo. Mais le problème, c'est que, en fait, des fois, je me demande si on voit la même chose ou si on comprend la même chose. Alors, évidemment que le football, il y a 1000 personnes, il y a 1000 footballs, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, mais qui peut croire que Mbappé. Alors, déjà, avant-centre, c'est compliqué pour lui aujourd'hui. Voilà, il a pas tous les atouts pour jouer avant-centre.
Mais avant-centre, face à un bloc bas et une défense regroupée. Mais à quel moment tu peux croire que c'est le truc? Et on n'arrête pas de répéter, il manque du monde devant le but, mais évidemment que c'est le type de match pour Icardi. Puisque t'es plutôt haut pendant une mi-temps, alors haut aidé par Nantes, hein, qui a décidé de subir. Mais malgré tout, t'es haut, t'as des possibilités de centre, et t'as personne. Donc oui, évidemment que c'était un match pour Icardi. Mais en fait, moi, ce qui est bizarre, alors, on ne voit pas le football de la même façon, c'est sûr. Mais moi, je me dis toujours, est-ce que c'est pas mieux, par exemple, puisque tu as décidé un peu de faire tourner, et je comprends ça. Il y a l'idée de la motivation, de l'après-match Barça. Il y a aussi, malgré tout, encore 2 gros matchs à gérer cette semaine. Quand on voit l'état physique des joueurs partout, athlétique partout, tu te dis, oui, tu es obligé à un moment donné de faire des choix et de te dire, bon, je joue Nantes. Évidemment, c'est la priorité, puisque c'est le match qui arrive et que c'est la première place. Il y a Lille en Coupe de France et il y a Lyon en championnat. Donc, il y a 3 matchs à gérer avec cet effectif-là, en espérant le retour d'un ou 2 blessés. Donc, comment je vais gérer? Ça, il n'y a pas de problème. Alors, Maintenant, juste une information, il me semble que Paredes était sous le coup d'une suspension avec un carton jaune supplémentaire. C'est peut-être aussi ça, oui, bien sûr. c'est peut-être aussi pour ça que Pochettino ne l'a pas mis titulaire et l'a fait plutôt rentrer en fin de match. Voilà. Ouais, non, mais bien sûr, après, il y a plein d'explications, il y a pas de problème là-dessus. Maintenant, moi, je vois toujours les choses un peu différemment, c'est de me dire, est-ce qu'il vaut mieux pas, par exemple, au lieu de faire rentrer Icardi à 30 minutes de la fin, faire démarrer Icardi, dire, eh, les gars, mettez la pression, jouez, et puis, si on doit gérer, on gérera les 45 dernières minutes. Puis s'il faut sortir Icardi, il y a 3-0, bah, tant mieux. Voilà, il va se reposer pour gérer le prochain match. On fait tourner, mais il y a déjà 3-0. Mais là, même pas. Ça veut dire que tu fais des choix qui ne correspondent pas à ton adversaire. Donc il y a aussi ça. Mbappé, il a fait que dézonner tout le match. Di Maria n'était pas très bien. Draxler non plus. Enfin bref, ça fait trop de choses. Ça fait trop de choses. Moi, je ne comprends pas comment tu amènes ces matchs. C'est pour ça qu'il est obligé d'être responsable. Et on ne peut pas dire non plus à Barcelone, Pochettino, il a bien préparé son match, il a réussi son coup, et dire aujourd'hui, il ne serait pas responsable. Voilà, moi, j'englobe toujours le coach dans les victoires, dans les défaites, avec les joueurs. C'est un groupe, c'est un tout, de la causerie jusqu'au choix, jusqu'au coaching. Voilà, il est responsable comme ses joueurs. Nico, De un toute mot toi, façon, sur la prestation d'Mbappé ou vas-y, finis, puis après, si tu veux oui, me non, dire un c'est mot. ça, c'est sur Mbappé, c'est sur Mbappé. De toute façon, Mbappé, c'est pas un neuf. Il y a un moment, il va falloir qu'on arrête de. Alors, c'est sûr que quand il joue axial face à une équipe qui laisse des boulevards, bon, bah, c'est bien parce qu'il est dans un rôle, mais dans un vrai rôle d'avant-centre, comme hier on attendait, il n'est pas à sa place, il sert à rien. Et effectivement, déjà parce qu'il dos au but, parce qu'il n'a pas la qualité d'un Icardi, donc déjà de ce côté-là, il n'y a pas photo. Et puis surtout, le côté de tu peux pas te barrer autant. Surtout que tu as une défense à 3 en face, tu as, trois mecs dans l'axe. Moi, je pense qu'il y a même une grosse erreur au niveau de la compo de départ. Moi, ce match-là, je l'aurais commencé sur un 4-4. Tu veux mettre Mbappé dans l'axe, tu mets un 4-4-2. Et tu mets avec Mbappé un Icardi, tu mets les deux dans l'axe pour aller peser sur cette défense. Et puis pour aller chercher du jeu sur les côtés. Sauf que là, je ne sais pas quel était au coup d'envoi. Ce serait bien d'avoir ce genre de choses, mais évidemment, c'est pas possible. J'aimerais bien savoir quel est le projet de jeu au coup d'envoi. C'est quoi concrètement? C'est faire Mumus Babal en attendant un exploit? C'est aller chercher les latéraux, mais on l'a vu un petit peu au début, ils vont chercher les latéraux. Diallo, je crois qu'il n'a pas fait un centre du match. J'aime bien Diallo, hein, mais je crois qu'il n'a pas fait un débordement. Mais c'est normal, il n'y a pas de combinaison avec Draxler. Donc c'est difficile pour demander à Diallo de récupérer le ballon et d'aller déborder tout seul. Quand il n'est pas lancé, il n'y a pas de 1-2, il n'y a rien. Dagba, quand lui il l'a fait, bah, il ne centre pas parce qu'il n'y a pas de présence dans la surface. Donc quel est le projet de jeu au départ de cette équipe? Avec un Mbappé dans ce rôle de faux neuf fuyant qui est jamais à son poste. Je ne comprends pas, moi, ce que tu cherches sur où ça t'entame. J'arrive, je ne comprends pas. Est-ce que vous comprenez le fait qu'Mbappé hier, qui a clairement raté son match, qui en plus donne un but à l'adversaire, est-ce que vous comprenez le fait que Pochettino ne le sorte pas? Est-ce que pour vous, c'est de l'ordre de l'inexplicable? Est-ce qu'il est si intouchable que ça? Est-ce qu'encore une fois, son statut fait que même quand il fait un match comme ça, on ne peut pas le sortir? Et ça, c'est un problème récurrent chez tous les coachs, en fait. Enfin, tous ceux qui ont eu Mbappé, en tout cas. Mais moi, je pense que oui, son statut aujourd'hui, il pose problème. D'ailleurs, Ça, excuse-moi Yacine, encore une fois, le président Nasser, après la qualification face à Barcelone,
à répéter, Neymar, Mbappé, ils sont parisiens, ils s'en iront jamais. De l'air de dire, voilà, ils sont intouchables, ils ont un statut particulier. Même ce type de message, Yacine, pour le coach, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est compliqué. En plus, cette année, avec le fait qu'il soit en fin de contrat dans 1 an, on l'avait déjà dit ici, oui, ouais, peut-être faut pas le froisser parce qu'il pourrait décider bah écoute, moi je le redis encore une fois ici, s'il décide eh ben salut, bon courage, bonne chance pour ta carrière, on passera à autre chose, comme l'histoire du PSG, elle date pas quand même d'aujourd'hui, ça fait 50 ans qu'elle existe, donc des joueurs qui sont partis, qu'on a regretté au départ ou qu'on s'est dit, ah non, on aurait dû le garder, il y en a eu plein. Voilà, et je vais en citer plein qui ont plus compté qu'Mbappé malgré les chiffres. Donc, à un moment donné, il faut arrêter ça c'est clair. Je comprends en fait à un moment donné, encore une fois, je me place à la place à la place du coach. Je me dis, tu es en difficulté, malgré tout, tu n'as pas beaucoup de solutions offensives sur le banc. Donc tu te dis, bah, si je l'enlève lui, c'est foutu. Maintenant, je me dis aussi à un moment donné, tant pis, tu vois. Il y a peut-être moins de solutions, je vais adapter mon équipe autrement, je vais peut-être changer de système, mais je ne peux pas tolérer ce comportement. Parce que moi, encore une fois, le fait qu'il rate son match, je m'en fous en fait. C'est pas la question de rater son match, ça arrive à tout le monde, c'est arrivé à des grands joueurs. Et on peut parler même en France de Zidane. Moi, j'ai vu des matchs de Zidane où tu te dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Mais par contre, dans l'attitude, c'est pas possible de faire ce qu'il fait. C'est pas possible de se foutre du monde comme ça, parce que sa passe, elle n'est pas seulement mauvaise dans le sens où elle est interceptée, elle est mauvaise. Qui amène le but de l'égalisation, voilà. Elle est mauvaise dans l'attitude, la façon de prendre le ballon en se regardant avec la semelle, ce truc de mettre le ballon. Parce que là, il la rate, parce qu'il est à 30 mètres du but. Alors déjà, qu'est-ce qu'il fait là? Alors, on m'a encore expliqué, on m'explique beaucoup de choses en ce moment, que s'il est là, c'est parce que les milieux n'arrivent pas à amener le ballon. Non, mais attends, je veux dire, Mbappé, c'était Neymar, capable de venir à 30 mètres du but et d'amener le ballon là-haut, ça se saurait. Donc, déjà, je ne vois pas ce qu'il fait là. Mais en plus de ça, là, ça passe, elle est à 30 mètres du but, elle est interceptée, ça fait but. Mais si vous regardez tout le match, il y a au moins 7 ou 8 fois où il fait cette fameuse passe pourrie ou cette déviation en talonnade où il se fait plaisir pour la photo. Juste après, oui, c'est vrai. Voilà. Et la seule chance, enfin, ou la seule différence, c'est juste qu'il n'y a pas but derrière. Mais en vérité, des ballons comme ça, il en perd 10 par match. Parce qu'il fait ces trucs-là, il se regarde, des talonnades, des matchs. Mais arrête. Sérieux, arrête. Alors, et je le redis là parce que c'est des gens qui écoutent le podcast. Il y a un mec qui m'a dit, ah ouais, toi, tu vas faire partie de ceux, quand il va réussir un bon match, qui va prendre la profondeur, de dire, vous voyez, j'avais raison. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre, moi? Je peux pas te dire j'ai tort si quand il fait des bons matchs, c'est quand il fait ce qu'il sait faire. Voilà. C'est pas juste de dire j'ai raison. Je m'en fous d'avoir raison, je suis rien, moi. Je suis un supporter du PSG, je suis pas entraîneur, je suis pas analyste vidéo du PSG, donc moi je suis rien du tout. Donc ça me gratifie pas de dire j'avais raison. Mais le seul truc, c'est qu'à un moment donné, tu peux pas non plus me dire ah tu vas aller dire que tu avais raison quand il réussit un bon match. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise si à Barcelone son seul bon match depuis 4 mois, c'est quand il a fait ce qu'il savait faire. je peux rien faire d'autre, moi. Bon, mais calme-toi parce que tu vas faire peur à Nico. Ouais. Il va falloir se parer. Nico, on va revenir encore sur Mbappé, mais sur le statut d'Mbappé, sur le fait qu'il n'est pas encore prolongé, on a l'impression que tant qu'il n'a pas prolongé, on a tellement peur qu'on ne veut pas le froisser, donc on le met titulaire à chaque match, ou en tout cas le plus souvent possible. Et quand il rate des prestations comme il l'a fait hier, et il y en a eu plein d'autres avant, tu as l'impression que le coach, même s'il avait envie, il ne pourrait pas le sortir parce que ça crée un psychodrame à l'intérieur du club et que les dirigeants vont se dire ah bah ça y est, il va refuser de prolonger, il boude, etc. quoi. Oui, mais ce statut-là, il existe dans tous les clubs avec des grands joueurs. Mais s'il y a Barça, je pense qu'il y a un paquet de matchs où sur le banc, on avait envie de dire bon, il commence à faire chier à marcher depuis 1 heure, il va rien faire du match, on le sort. Tu peux pas. Ronaldo à la Juve, c'est pareil. Ce genre de joueurs ont un statut, il faut faire avec. Là où c'est plus gênant, je trouve, à Paris, c'est que tu n'as personne sur le terrain pour gueuler sur Mbappé. Moi, j'aurais voulu voir Mbappé avec un Thiago Motta sur un match comme hier. Parce que Thiago Motta, je pense qu'au bout d'un moment, il va le tacler lui-même, tu vois, il n'en peut plus. C'est pas possible d'avoir ce comportement. Et Mbappé, c'est récurrent. Encore une fois, c'est un problème récurrent. Alors, un coup, on dit que c'est parce que physiquement, il n'est pas bien. Un coup, c'est parce qu'il revient de blessure, qu'il a encore mal à sa cheville, mais qu'il fait des sacrifices pour jouer. Je veux bien entendre tout ça.
Mais l'attitude de Mbappé hier, elle est encore une fois juste dégueu. Du début à la fin du match, il ne joue que pour sa gueule. Il n'y a absolument aucune notion collective dans son jeu. Il n'y a aucun sacrifice. Alors à l'arrivée, il a failli marquer encore un ou deux buts parce que sur un ou deux petits exploits, sur notamment l'action avec Verratti, tu sens quand même que voilà, ça reste un très grand joueur. Mais son attitude, elle est problématique. Et puis l'autre problème aussi, c'est que si Mbappé aujourd'hui n'a comme qualité que de prendre de la profondeur face à des équipes qui te laissent de l'espace, bah, ça va être vite un problème parce que le PSG, il n'en joue pas souvent des matchs comme contre le Barça où on te donne des espaces. Donc ça veut dire que non seulement il faut que tu aies ce genre de configuration, qu'en plus tu aies les passeurs qui brillent comme au Barça et pas comme contre encore le même Barça au match retour. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que Mbappé, en gros, pour le faire briller, ça fait que ça commence à faire beaucoup de conditions ultra favorables. Donc moi, je pense que comme me dit Yacine, qu'il arrête de se regarder jouer déjà, qu'il pense au collectif, que s'il y a moins d'espace, eh ben, il se replace bien, il pèse sur la surface. On lui demande ça, même si ce n'est pas ce qu'il préfère, eh ben, il faut qu'il le fasse quand même. Et puis qui s'inscrit dans un collectif. Le problème, c'est quand la dernière fois qu'Mbappé a joué collectivement. Alors si ça devient un problème en plus parce qu'il n'a pas aussi prolongé et que tu ne peux rien lui dire, j'ai envie de te dire, bah, vivement la fin de la saison, qu'il se décide à partir ou à rester. Mais waouh, ça va être long. Hein. Ça va être long si on doit scoltiner ça encore pendant 2 mois. Yacine? Ouais, juste un dernier truc, c'est que, parce qu'on nous reproche souvent dans les commentaires aussi des podcasts, de faire du Mbappé bashing. Alors, le truc, c'est que déjà, nous, enfin, moi je le répète, et je parle pour tout le monde, nous, on ne fait pas d'Mbappé bashing, Neymar bashing, je sais pas quoi. Nous, encore une fois, on supporte le PSG. Donc, si Mbappé, il veut montrer que c'est le meilleur joueur du monde, qu'il fasse gagner le PSG, mais moi, je ne dirai jamais rien. Je ne vais pas critiquer un joueur qui respecte et son rôle, son statut, etc. La deuxième chose, c'est que ça me fait rigoler parce qu'en fait, c'est comme si au Real, à un moment donné, on va te dire, ou à la Juve, tiens, prends l'exemple de la Juve cette année, Ronaldo, il s'est fait fracasser après l'élimination contre Porto. Mais en fait, est-ce que après une élimination contre Porto, où la Juve n'est pas bonne, est-ce que c'est normal? Désolé, hein, mais c'est aussi leur statut qui veut ça, leur salaire et tout ce qui va avec. Est-ce que c'est normal de plus fracasser Ronaldo ou Alexandro? Ah ben, je veux dire, à un moment donné, tu as aussi ce que tu mérites. C'est-à-dire qu'on attend, si tu as coûté autant, si on te donne autant, si tu es autant sollicité, c'est qu'à un moment donné, tu dois répondre présent. Si c'est juste dire ah, Mbappé, c'est le meilleur joueur français, il est déjà champion du monde à 20 ans, il a marqué 109 buts. Ouais, ben, et alors? Enfin, je veux dire, et alors ça l'exonère de critiques ou de se comporter différemment? Non. Donc, il n'y a pas d'Mbappé bashing. C'est juste qu'à un moment donné, tu as quand même des joueurs qui doivent faire la différence. Et on l'a fait sur Neymar ici aussi, quand il avait son attitude insupportable dans certains matchs. On l'a fait sur Paredes, on l'a fait sur les cadres. Voilà, c'est logique. Tu vas pas au Real, ils tapent jamais sur Lucas Vasquez. Hein. Bah oui, parce que c'est le soldat. Qu'est-ce que tu veux? En fait, t'attends rien entre guillemets de Lucas Vasquez. Tu le titularises quand il y a moins de monde, il fait ses matchs, il donne tout. Voilà, c'est pas quelqu'un sur qui tu comptes. C'est normal que tu comptes sur Ronaldo, sur Messi, sur Mbappé. Donc quand le mec se moque de toi, c'est normal qu'il prenne en retour. Juste pour finir sur Mbappé et sur la relation qu'ont les supporters avec Mbappé, c'est vrai qu'ils n'aiment pas beaucoup qu'on le critique. Je pense aussi que c'est dû à ses statistiques. Aujourd'hui, il a 18 ou 19 buts, il est meilleur buteur de Ligue 1. Il a mis pas mal de buts en Ligue des Champions. Donc, je pense que les supporters disent mais vous n'êtes jamais content. Ok, peut-être il fait pas des bons matchs, mais il est meilleur buteur dans ceci, il est meilleur buteur dans cela. Et du coup, voilà, le jugement, il est un peu biaisé et il n'y a pas beaucoup d'objectivité. Mais en vérité, quand tu regardes le contenu des matchs et l'attitude d'Mbappé, évidemment, c'est un grand joueur, c'est un très bon joueur, tout ce que vous voulez. Mais force est de constater que dans certains matchs dits, entre guillemets, faciles, soit il est super nonchalant, ou soit il veut prendre le match à son compte. D'ailleurs, quand il fait l'erreur hier, il se prend la tête entre les mains. Tout de suite, on voit dans l'attitude qu'il veut essayer de rattraper le coup. 20 minutes de la fin, il joue un peu plus simple, il tente des passes, etc. Mais c'est déjà trop tard. On ne va pas s'en prendre qu'à Mbappé parce que ce serait injuste, parce qu'il était accompagné quand même à sa droite par Angel Di Maria et Julian Draxler. Nico, d'abord sur Draxler, bon, on a parlé un peu de son but rapidement tout à l'heure. Le ballon lui a atterri dans les pieds, mais il a quand même la qualité de le mettre, donc ce qui permet au PSG d'ouvrir le score. Mais en dehors de ce but, Julian Draxler, dont on évoque une possible prolongation,
encore une fois, voilà, fantomatique sur le terrain. Ouais, il fait un match horrible. Il fait un match horrible parce qu'il pèse jamais en fait. Il n'arrive pas à. C'est le genre de joueur, t'attends qu'il vienne justement pour le coup. Lui il doit dézonner, il doit décrocher de temps en temps. Il doit aller chercher du ballon. Il doit combiner avec Verratti, Rafinha. Il doit créer, il doit décaler sur les côtés. Voilà, c'est ce que t'attends d'un Draxler. Alors hier il le fait pas. Il fait rien. De toute façon hier à part son but. Je pense que Yacine qui a vu le match ou qui va le revoir nous confirmera, mais moi je l'ai pas vu du match. Il n'y a pas de course, il y a encore une fois, je trouve que ça ressemble à un décrassage, voilà, du début à la fin, il trottine, voilà, tu sens qu'il sert à rien en fait, quoi. J'en étais même à attendre impatiemment Sarabia à la place de Draxler, c'est te dire à quel point j'étais désespéré hier. Et, euh, et c'est dommage parce que tu attends forcément mieux d'un joueur comme ça. Alors là, on va maintenant peut-être nous dire aussi que bah ouais, mais lui, c'est parce qu'il va peut-être prolonger, donc ça le travaille. Toi, il y a toujours des explications. Donc, tant qu'on n'aura pas réglé le contrat de tout le monde, on aura des soucis visiblement. Donc, pareil, vivement qu'on se décide avec lui. Mais après, Draxler aujourd'hui, je vais te dire franchement, je pense plus que son poste actuellement, c'est sur un côté. J'ai l'impression qu'il serait meilleur dans l'axe du jeu, soit en soutien de l'attaquant, soit à la place d'un Verratti ou Rafinha hier. Moi, j'arrête de le mettre dans le couloir parce qu'il fait pas les efforts et que ça sert à rien. Il déborde plus. Emery, Nico, qui l'avait en premier placé en relayeur gauche, il me semble. Hein, il De avait toute fait, façon, il avait fait quelques bons matchs. non, mais quand il est en jambes, quand il a du jus, quand il a un physique, sur un côté, c'est un bon joueur. On l'a déjà vu faire des très bons matchs sur un côté. Mais en ce moment, il te sert à rien. Il te sert à rien. Il n'a pas d'impact. Et puis surtout, encore une fois, c'est le côté j'en ai rien à foutre qui est pénible. Tu le sens hier, quoi. C'est comme les autres. Il n'y a pas ce côté j'emmène un peu les mecs derrière moi, je vais montrer que j'en veux. Tu l'as vu faire du contre-pressing hier, tu l'as vu faire un sprint de 30 mètres pour aller faire chier un Nantais. Non, il n'y a pas ça, toi. C'est perte de balle, c'est que je trottine. Je t'ai dit, c'était un beau décrassage hier, Draxler. Alors, il est content, et bah, toi, pareil, il a fait dans ses stats, il a mis un but, donc il va être content. Et donc les gens vont se nous dire, bah, Draxler, bon match, il a marqué un but. Donc on va pas dire de mal de Draxler. Yacine, toi sur Di Maria, et après on reviendra évidemment sur les événements extrasportifs, mais avant, quand il était sur le terrain, il semblerait que personne n'était au courant de ce qui se passe. Donc là, on ne peut pas imputer à Di Maria le fait qu'il soit au courant et ça pourrait expliquer sa contre-performance. Mais c'est vrai que Di Maria, ça fait un moment quand même, sans parler même du match contre Nantes, hein, ça fait un moment quand même qu'on a du mal à retrouver le Di Maria qui avait, tu sais, qui était présent surtout quand Neymar n'était pas là, qui prenait le jeu à son compte, qui percutait. On a l'impression qu'il n'arrive plus, même par ses dribbles, à éliminer, etc. Alors évidemment, il a 33 ans, mais physiquement, c'est un joueur plutôt, voilà, plutôt fit, qui arrivait en tout cas à déséquilibrer des défenses, etc. Ou par ses transversales, par sa fameuse transversale du pied gauche. Et on a l'impression pareil. Et pourtant, lui, contractuellement, il est plutôt heureux parce que le PSG a annoncé qu'il a été prolongé d'une saison supplémentaire jusqu'en 2022. Mais sur le terrain, tu as l'impression qu'il n'avance plus non plus. Alors, juste pour finir sur Draxler, un mot, Ouais, c'est juste Draxler. Et déjà en équipe d'Allemagne, il joue plus sur un côté. Et Draxler, en fait, c'est toute cette génération de joueurs allemands talentueux qui va de Özil à Draxler en passant par Götze, Reus, et en fait, qui sont des très bons joueurs qui peuvent apporter, mais qui n'ont pas cette force de caractère. En Allemagne, ils les appellent les gentils garçons, là. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est des super joueurs de foot, mais c'est des gentils garçons. Voilà, ils sont pas là pour se faire mal. Voilà, ils se laissent vivre. Voilà. Ozil, c'est aussi un énorme gâchis et voilà, je trouve que c'est un peu le même profil, pas de jeu, mais dans le comportement global. Pour Di Maria, bah, il y a Draxler qui est en négociation de fin de contrat, il y a Mbappé qui ne sait pas s'il va prolonger. Bah, le problème de Di Maria, c'est qu'il vient de prolonger. Donc c'est normal qu'il décompresse maintenant qu'il a prolongé. Enfin, je sais pas, parce qu'il paraît que chacun a son petit problème. Donc, en fait, je sais plus, moi, quand ils prolongent, ils sont pas bien. Quand ils prolongent pas, ils sont pas bien. Quand ils sont en négociation, ils sont pas bien. En fait, ils sont jamais bien, ces joueurs. Non, mais en fait, Di Maria, oui, je trouve il a de moins en moins de jambes. Et en fait, il y a même des situations où qu'il aimait bien, et on l'avait vu par exemple, je crois, avec Sarabia, je ne sais plus quel match, où il est sur le côté, là, il aime bien, il se remet sur son pied gauche, et il fait ce fameux centre qui rentre, et le joueur vient couper. Et ben hier, il l'a tenté 3 fois, le ballon, il n'a même pas passé le premier rideau nantais. Alors, ok, il revient de blessure, il a joué 2 fois 30 minutes. Ouais, je sais pas. Moi, je pense que réellement, il a prolongé parce que il y a une crise économique qui t'oblige en fait à garder des joueurs par défaut parce que
entre guillemets, l'équivalent d'un Di Maria aujourd'hui, c'est 30 millions. Tu prolonges Di Maria 1 an et tu verras dans 1 an ce qui va se passer en termes économiques. Mais il vaut mieux garder Di Maria 1 an avec son salaire et c'est tout, qu'aller chercher un joueur à 30 millions dont tu ne sais même pas s'il va s'adapter au PSG, s'il va être bon, s'il va répondre présent, etc. Et un joueur que tu vas payer 30 millions et à qui il va falloir que tu offres 4 ans de contrat à un salaire au-dessus de ce qu'il a ailleurs et qui va te mettre dedans en fait. Qui va te retrouver dans des situations avec Draxler qui ne veut pas partir parce que son salaire, personne ne lui donne et que de toute façon, il est très bien ici. Donc, je pense qu'il va y avoir un certain nombre de choix par défaut, comme ça a été le cas de Kurzawa, je pense. C'est-à-dire que tu te dis, bon, ben oui, ok, aujourd'hui, j'ai pas les moyens d'acheter un latéral gauche à 25. Qu'est-ce que je fais? Écoute, je garde Kurzawa, on va lui donner 4 millions. Quoi qu'il arrive, sur la durée de son contrat, ça coûte moins cher qu'un latéral. Et puis, on verra dans 1 an ce qui va se passer, si on peut le vendre et récupérer un peu d'argent. Voilà, il y a un certain nombre de choix qui vont être faits par défaut, et je pense que Draxler en fait partie. Di Maria en a fait partie, parce que je pense que Di Maria voulait 2 ans. Paris lui a proposé 1 + 1. Je pense qu'il n'a pas dû être très exigeant sur la négociation. En gros, il a dû dire oui à peu près à tout. Et voilà. Donc, ouais, il y a un problème de construction globale. Tu payes un peu toutes tes années de n'importe quoi de recrutement. Voilà, tu as accumulé et c'est pas fini. Parce qu'à la limite, aujourd'hui, si le PSG n'est pas champion, il faut peut-être mieux qu'il finisse 3e du championnat pour pas prolonger Danilo. Parce que s'il finit dans les 2 premiers, il est obligé de prolonger Danilo et de payer 16 millions. Je pense pas qu'ils aient quand même cette réflexion. Non, c'est ironique ce que je dis, mais tu vois, t'en es presque là. Ça veut dire que quitte à pas être champion, finis 3e, au moins, t'es pas obligé de prolonger Danilo. Parce que moi, Danilo, je veux bien, mais on se rend bien compte quand même que ça va être un problème. Voilà. Après, pour Di Maria, Yacine, je pense aussi que la réflexion, c'est de se dire, voilà, nous, on a Sarabia. Bon, la première année, c'était plutôt bien. La deuxième, il a eu beaucoup de mal, notamment après avoir eu le Covid. Il l'a expliqué lui-même, hein, qu'il avait eu du mal à revenir et que économiquement, c'est plus intéressant de vendre un jeune joueur. Enfin, un jeune joueur, il a 28 ans, mais en tout cas, il n'en a pas 33 comme Di Maria. Donc, tu peux récupérer un peu d'argent avec Sarabia. Disons que oui, tu pourras plus récupérer avec Sarabia qu'avec Di Maria. Exactement. Donc, moi, je pense que la réflexion, elle est plutôt là. Un mot aussi sur la charnière centrale. Moi, j'ai trouvé parfois un peu fébrile hier. Alors, est-ce que pareil, c'est suite au match de mercredi où il y a eu beaucoup de pression, ils ont laissé beaucoup d'énergie à courir derrière le ballon, etc. Mais c'est vrai que la charnière centrale, qui était composée de Kimpembe et Marquinhos, hein, qui est plutôt une très très bonne charnière centrale, même, pareil, eux aussi, inhabituellement, on les a sentis un peu fébriles. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nico, ou peut-être que c'est moi qui. Mais il me semble que sur le deuxième but, ils sont fautifs quand même, Marquinhos et Kimpembe, c'est le moins qu'on puisse dire, Nico. Ouais, plus qu'un peu, hein. C'est un dégagement de Lafond, la passe quand même, hein. Le ballon, il n'est même pas touché, je crois. Donc, ouais, bien sûr, l'alignement, il est horrible, hein. Faut que tu regarderas l'alignement au moment du dégagement de Lafond, c'est rock, hein. C'est très rock'n'roll, franchement. Donc, ouais, non, mais hier, ils font pareil. Mais le problème, c'est qu'hier, ils font le match que font les autres, quoi. Ils se mettent au niveau intensité. Tu sens que c'est un peu pépère. Sur l'action du penalty non sifflé pour Nantes, c'est Marquinhos qui perd le ballon parce que il le récupère facilement et que derrière, il y a un peu de nonchalance. C'est bon, c'est un Nantais en face, donc il n'y a pas besoin de mettre d'intensité ou de l'impact. Donc, ils ont été au niveau des autres, à la même image. Donc, bien lourdeau dans les déplacements, bien léger dans les impacts. Le nombre de duels perdus par Kimpembe hier, il est juste monstrueux. Alors que c'est quand même un de ses gros points forts en principe. Donc ouais, le match très très mauvais. Alors, ouais, ça ne va pas remettre en cause. L'image de l'équipe, quoi. Non, mais c'est peut-être sur ce genre de match où tu as justement, tu vois, peut-être que Kimpembe, il a besoin de souffler. Et dans ce cas-là, Medialo dans l'axe. Mais c'est compliqué parce que tu as encore une fois l'impression que cette espèce d'apathie générale, elle est contagieuse et que quoi que tu fasses, de toute façon, tu vas rentrer c'est ce que disait Yacine, dans un espèce de moule collectif qui vraiment te broie. Voilà. Limite, tu as l'impression que le mec qui va faire du contre-pressing tout seul, il va se faire engueuler par les autres, tu vois. Donc, voilà. Donc, c'est un match vraiment pas beau de la charnière. Et puis, j'ai envie de dire que c'était un peu dans la lignée de la première mi-temps contre le Barça, où ils avaient pris l'eau aussi. Alors, pour d'autres raisons, mais c'était un petit peu ça. Ils sont moins bien, de toute façon, en ce moment, les deux, ça se sent, hein. Surtout Kimpembe, je pense qu'il a quand même beaucoup joué. Donc pas beau. Ouais, pas beau hier.
Yacine, un mot, toi, sur la charnière où on passe, parce que je voulais aussi évoquer les entrants de la deuxième période. Si tu veux dire un mot avant sur Juste, Kimpembe et Marquinhos. juste, en fait, oui, ils sont pas bons. Mais malgré tout, moi, je détache jamais la charnière du reste de l'équipe comme pour le reste, en fait. Et effectivement, quand tu n'es pas protégé par tes milieux de terrain, par les positionnements qui sont bons, bah oui, ça t'aide pas à sortir la tête de l'eau quand tu n'es pas dans ton match parce que finalement, sur l'action du but, tout le positionnement, alors c'est vrai, l'alignement, il est catastrophique. Il y a Kerrer. Bon, on en dira un mot après parce que je vais pas être trop dur tout de suite. Et en fait, il y a les trois milieux qui sont pas du tout en position. C'est-à-dire que tu te retrouves sur un dégagement de ton gardien à avoir un 2 contre 2 plein axe avec tes défenseurs centraux, c'est pas possible. Et en fait, le problème, c'est que oui, on peut taper sur Kimpembe et Marquinhos à ce moment-là et dire oui, ils se sont fait prendre, c'est vrai. Mais malgré tout, il y a des positions déjà au départ de l'action. Parce que je rappelle, c'est pas Paris qui est en pleine action, qui perd un ballon avec un long dégagement. C'est le ballon qui est au Nantais, Lafont qui a le ballon dans les pieds, tout le monde est en place tranquillement. Le mec, il te met un dégagement de 40 mètres, il y a une déviation de la tête et ça va au bout. C'est pas possible. Donc oui, ils sont coupables, ils ont été moins bons, ça c'est clair, mais ils ne sont pas aidés non plus par le positionnement de leur partenaire. Lafont qui a fait un super match hier. Mm. Bon, il a quand même des arrêts assez décisifs. Un dernier mot sur le match, et avant de passer aux événements extrasportifs, on fera 5 minutes dessus juste pour voir les conséquences que ça peut avoir sur la suite du championnat. Mais est-ce qu'il y a un remplaçant que vous avez estimé qui a fait un peu de bien vers la fin? Moi, je pense à Paredes, qui je trouve qui a fait une entrée qui n'était pas dégueu. Alors, bon, vous me direz ce que vous en pensez, mais Kerrer, voilà, Kerrer pour Dagba, Yacine. Tu viens d'en parler. Et puis après, on donnera la parole à Nico. Donc, je te laisse enchaîner sur Kerrer. Et puis après, vous me direz si, comme moi, vous avez pensé que Paredes a fait plutôt une bonne entrée ou pas. Mais en fait, Kerrer, franchement, mais on le dit à chaque semaine, mais c'est juste plus possible. C'est-à-dire que son entrée, elle n'est pas bonne. Dans les intentions, techniquement, le premier ballon, tu vois direct que de toute façon, ça va être une catastrophe. Il prend un ballon, il veut faire un contrôle de la semelle, alors qu'il est en position presque pour centrer. Du coup, il est obligé de reculer, de donner un ballon, il le perd. Voilà, il fait des fautes. Sur l'action du dégagement, alors ça, c'est la base. Allez, je vais dire en U15 pour pas être trop dur, parce qu'en U15, on joue au foot à 11. Sur un dégagement de gardien, plein axe, tes 4 défenseurs, ils doivent être à l'intérieur du jeu. Et après, si le dégagement il est fait sur un côté, tu as le temps d'y aller. Alors évidemment, il y a le positionnement de tes milieux déjà, mais bon. Kerrer, il est là-bas à droite, complètement sur la ligne de touche. Il est à peu près à 25-30 mètres de Marquinhos. Mais ça, je ne sais pas dans quel football ça existe. Un U15 qui fait ça, je vous jure, vous allez baladez-vous sur les terrains le week-end. Un U15 qui fait ça, il se fait assassiner par son coach. Mais c'est pas possible. Voilà, donc, qu'est-ce que tu veux? Et moi, je ne comprends toujours pas. Moi, je veux bien, ok, il n'y a pas de problème. Pembele, je ne sais pas ce qu'il vaut. Voilà, je vais être clair, je ne sais pas ce qu'il vaut. Je ne sais pas s'il est nul ou pas nul. Mais je ne peux pas croire un instant qu'il soit aujourd'hui, et je le redis, Kerrer peut-être qu'il partira ailleurs et il réussira. Aujourd'hui, au PSG, je ne peux pas croire que Pembele il soit en dessous de Kerrer, ou sinon, il y a un deuxième truc, il va falloir que le club nous explique comment tu as fait signer un contrat pro à un joueur nullissime. Voilà. Donc en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit il est pas moins bon que Kerrer et pourquoi il ne joue pas, soit pourquoi il a un contrat pro. Voilà. Mais c'est juste pas possible. Et l'entrée de Sarabia avec son centre, là sur le coup franc, le premier ballon qui touche Sarabia, il a mis un centre, je ne sais pas si vous vous rappelez, le petit coup franc par-dessus. Non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a voulu? Enfin, je ne comprends pas. C'est-à-dire que le ballon, il est frappé fort, mais il n'est pas en direction du but. Et si tu veux le centrer, tu ne peux pas le frapper comme ça. Enfin, franchement, c'est dur. C'est dur. Nico, toi, un mot sur l'entrant que tu veux. Il vient d'évoquer Kerrer, Sarabia, Paredes aussi est rentré. Ou peut-être tu veux dire un mot sur les trois. Dis-moi, Nico. J'ai envie de dire un mot sur celui qui n'est pas rentré aussi, peut-être, non? Non, je rigole, je ne vais pas parler de backer. Non, les entrants, ils sont pas beaux, tous, franchement. Même Paredes, moi, je ne l'ai pas trouvé transcendant, mais c'est compliqué d'entrer dans ce genre de match parce que tu rentres au milieu de rien et que tu vas pas réveiller les mecs comme ça.
Donc tu rentres après, très tard, en plus. ouais. Après Kerrer, moi je vais même élargir le débat. Je pense que même Dagba, c'est une honte encore qu'on voit Dagba. Franchement, putain, mais mets-le titulaire, le petit Pembele, donne-lui sa chance, quoi. Alors, le pire, c'est que alors Yacine nous dit, on ne sait pas s'il est bon. Je ne sais pas s'il sera bon effectivement sur la durée, mais on l'a déjà vu bon en tout cas, le petit Pembele. On a vu quelques matchs au début de saison où franchement, c'était intéressant. Je crois que c'est à Montpellier notamment où il est titulaire, Ouais, il me ouais. semble, où il sort vachement souvent de sa zone. Même quand il joue en défenseur central, tu sens des dépassements de fonction. Enfin, on l'a vu quand même assez bon, ce gamin. Donc, alors peut-être qu'effectivement, il y a un problème. Peut-être qu'il a pris le boulard. Peut-être qu'il n'est pas bien. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, ça peut pas être pire que la doublette magique Kerrer et Dagba. Dagba. Ça peut pas être pire. C'est juste pas Ah, possible. Même son nom, tu veux l'oublier. Ouais, c'est clair. C'est vrai Donc, que sur Pembele, on l'a vu, tu l'as rappelé, Nico, il avait fait plutôt des bons matchs. C'est un jeune joueur dont on disait qu'il n'avait pas froid aux yeux parce qu'il, sur son côté droit, il provoquait, il essayait de prendre son couloir, il arrivait régulièrement à centrer, parfois même à dribbler et pénétrer dans la surface avec quelques passes en retrait intéressantes. Et depuis, tu as l'impression que, alors soit à l'entraînement, Pochettino estime qu'il ne travaille pas assez pour être titulaire, mais il est quand même convoqué souvent dans le groupe pour les matchs. Ou soit c'est le profil, c'est une question de profil, et peut-être que Pochettino estime qu'il est trop léger, trop jeune, peut-être pas assez physique, contrairement à Kerrer qui est un déménageur. Et d'ailleurs, au bout de Je 5 sais pas minutes, qui déménage. non. au bout de 5 minutes, même si la faute est involontaire, vous vous rappelez de la faute sur le Nantais où le Nantais reste 5 minutes au sol. Mais c'est vrai que sur Pembele, c'est un mystère. C'est un mystère parce que Dagba, on sait qu'il est, je ne dis pas qu'il est inutile, mais c'est quasiment ça. En tout cas, offensivement, il ne va rien t'apporter. Défensivement, il a quelques lacunes. Il y a Il est clairement. gentil, là, hein. Ouais. Il est Ah oui, gentil, Mousse, hein. Quelques lacunes. Non, vous me mais c'est pas, connaissez, Mousse, c'est pas quelques lacunes. C'est une montagne de lacunes, Dagba. Offensivement, en plus, tu dis, il t'apporte rien. Ouais. Il n'a pas de puissance, il n'a pas de dribble, il a vaguement un peu de vitesse, mais il ne s'en sert jamais. Et défensivement, il est mais nul. Ouais. Il est toujours mal placé. Et en fait, c'est pas compliqué. Tu prends Kerrer et Dagba et tu les mixes les deux. T'as Et ben, même il pas va un sortir un Pembele avec en plus une meilleure qualité technique. Ah Donc, ouais. qu'est-ce que tu perds à le faire jouer? Rien. Fais jouer Pembele. J'ai voulu être un peu gentil parce qu'il se fait défoncer de partout. Bon, bah, voilà. Ah, non, on n'est pas gentil aujourd'hui, nous. On a prévenu. Hein. Bon, bah, écoutez, les gars, je pense on a quasiment tout dit sur le match, en tout cas sportivement, et ce qui s'est passé sur le terrain. Encore une fois, le PSG a raté l'occasion de prendre la tête du championnat et avait son destin entre les mains. Il y avait plus qu'à, j'ai envie de te dire, en tout cas, battre Lyon et Lille. Prochain match, ça va être contre Lille en Coupe de France, mercredi, 17h45, un horaire un peu bizarre, qui a changé d'ailleurs 3 fois, il me semble. Ça peut être 14h, 16h et ensuite 17h45. Ensuite, c'est le match de Lyon, il me semble, le week-end prochain. Et donc, on en a fini en espérant que contre Lyon, ça va le faire et qu'il y aura un autre état d'esprit. Après, juste vas-y. Le PSG a toujours son destin entre les mains, paradoxalement, encore une fois, parce que si tu gagnes tous tes matchs, tu seras champion. Mais on l'avait dit qu'on ne voyait pas Lyon, Lille gagner tous les derniers matchs parce que les équipes allaient perdre des points en route. Et on se rattachait à ça en se disant c'est cool parce que le PSG a vraiment ses chances. Mais aujourd'hui, sur ce qu'on voit, je ne vois pas comment on peut imaginer le PSG gagner. Il en reste quoi? Il en reste 9 maintenant, 10? Bon, il en reste 9. Je ne vois pas le PSG ne gagnera pas les 9 derniers matchs. Il faut être lucide. C'est impossible que cette équipe qui a déjà perdu contre un tiers de la Ligue 1, je vous rappelle, c'est quand même effrayant comme stat, cette équipe, elle ne gagnera pas les 9 derniers matchs. Il ne faut pas rêver. Donc déjà, il ne faut pas paumer à Lyon la semaine prochaine parce que si Lille gagne dans le même temps, tu es à 6 points de Lille et là, pour le coup, je pense que c'est vraiment mal barré. Mais derrière, tu vas encore en laisser en route des points, c'est obligé, surtout avec la Ligue des Champions qui va arriver. Donc, ça va être le titre. Si cette année il tombe à Paris, c'est un miracle. Franchement, je te le dis, aujourd'hui, je ne vois pas comment Lille, s'ils ne font pas les cons, je ne vois pas comment Lille ne peut pas aller chercher le titre cette année. Ça me paraît de plus en plus, l'histoire s'écrit pour moi de plus en plus et je vois vraiment le LOSC aller au bout parce que cette équipe, pour moi, elle est cohérente. Et le match qu'ils font à Monaco, ils étaient venus chercher le 0-0 en étant solides. Il s'est passé exactement ce qu'ils ont voulu. Et tu sens quand même que cette équipe, elle a des certitudes que Paris n'a pas aujourd'hui. D'autant plus que, même comme tu le dis, même s'ils n'arrivent pas à gagner le match, ils ne le perdent pas. Et ça, donc ça peut évidemment faire un parcours à la Montpellier en 2010-2011.
2012, pardon, 2011-2012, pardon, ou Monaco 2016-2017. Écoute, on croise les doigts, on croise les doigts. Un petit mot quand même pour conclure ce podcast sur les événements qui se sont passés extrasportifs. Donc, d'après ce qu'on a pu lire à droite à gauche depuis hier, les joueurs n'étaient pas au courant, même à la mi-temps. Le coach n'en a pas parlé de ce qui c'est des événements extrasportifs. Ils l'ont su à la fin de rencontre et Angel Di Maria l'a su au moment où il sortait. Donc je rappelle un peu les événements. Il y a eu 2 événements distincts apparemment. Un cambriolage au domicile à Neuilly-sur-Seine de Angel Di Maria en présence de sa femme et de ses filles, mais qui, elles, n'auraient ni vu ni entendu. Elles sont aperçues après. Donc, on imagine que ensuite, pris de panique, la femme de Di Maria, qui est aussi son agent et sa représentante, hein, a dû appeler, d'une part, les forces de l'ordre et d'autre part, Leonardo pour le prévenir de la situation. Et on peut imaginer qu'elle ait été traumatisée parce qu'elle était seule en présence avec ses 2 filles. Et un deuxième événement, et cette fois-ci, c'est en région parisienne, à Chatou, où habite le défenseur brésilien Marquinhos et qui semblerait a acheté une deuxième maison pour y installer ses parents. Et d'après ce que moi j'ai lu, les cambrioleurs en fait pensaient rentrer dans la maison de Marquinhos, mais sont trompés, ont pénétré celle du papa. Et le père de Marquinhos était seul avec ses 2 filles de 13 et 16 ans, il me semble. Donc, il y a eu séquestration pour le coup et un peu de violence sur la personne du père de Marquinhos. Donc, voilà, c'est quand même 2 événements très, très graves. Quel impact, Nico, je vais te lancer là-dessus, quel impact ça peut avoir d'abord sur les 2 joueurs, hein, Marquinhos et Angel Di Maria, sur la suite de la compétition et voilà, non, c'est ça ma question en fait. Ouais. Alors, déjà, de manière un peu générale, ça va avoir un impact sur le match contre Lille parce que c'est dans 48 heures, un peu plus, et forcément, c'est 2 jours. Ce que je veux dire, c'est aussi sur le reste du groupe. Voilà, oui. Alors, ça va avoir un impact effectivement, je te dis, sur le match de Lille parce que les joueurs sont forcément choqués, parce que toi, par exemple, cette nuit, ils n'ont pas dû dormir beaucoup les 2, donc il va y avoir forcément à court terme un impact. Après, sur le plus long terme, Marquinhos, je pense que je ne m'inquiète pas trop pour lui. Parce que déjà, encore une fois, et tant mieux, il n'y a pas de blessés graves, il y a pas, voilà, c'est comme ils le disent eux-mêmes, les joueurs, c'est voilà, plus de peur que de mal. Par contre, côté Di Maria, je suis un peu plus inquiet parce que je me rappelle que Di Maria était en dépression parce qu'il a passé 2 mois en confinement dans un appartement de 600 mètres carrés. Donc voilà, donc là, sa femme qui était présente dans l'appartement ou dans la maison lors d'un cambriolage, elle a l'air très marquée. Et ça va peut-être avoir un impact un peu plus négatif sur lui. Après, sur le groupe, c'est pas la première fois qu'il y a des cambriolages dans les clubs. Marseille a notamment beaucoup connu ça. Le PSG aussi récemment, Thiago Silva, Choupeau, tout ça, ils ont connu ça. Il n'y a pas eu de conséquences graves sur le groupe. C'est différent, Nico, parce que tu as cambriolage parfois, souvent, quand par exemple les joueurs sont en déplacement et les maisons sont vides. Donc là, effectivement, à part le préjudice financier, il n'y a pas de, tu vois, ça s'arrête là et puis de toute façon ils sont assurés, etc. Mais là, là où c'est un peu différent, c'est ce qui était passé, on en parlait avant le podcast, à Lucho González, l'Argentin qui évolue à Marseille, qui lui s'est fait braquer chez lui. Lui il n'était pas au match ce jour-là. C'était je sais plus, je crois, c'était un jour où il n'y avait pas de match, mais il a été séquestré avec sa famille. Mais lui il avait subi de la violence, on l'avait menacé avec une arme. Là, là, toi, on va prendre l'exemple de Di Maria parce que. Pour Marquinhos, c'est différent parce qu'apparemment, il aurait. Et oui, mais toi, regarde, la famille Di Maria, ils se sont même pas rendus compte que quelqu'un était chez eux. Donc après, encore une fois, je minimise absolument pas. Un cambriolage, c'est très choquant. Moi, quand j'étais gamin, on s'était fait cambrioler chez mes parents. Ils étaient venus, on dormait pendant la maison. Et toi, ça te remue quand même. Donc évidemment qu'ils vont être remués, les joueurs. Après, il faut pas minimiser, mais il faut pas non plus en faire une affaire d'État. Voilà, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés graves. Alors, en attendant d'avoir plus de nouvelles. Mais voilà, sur l'exemple de Di Maria, bon, je comprends que la femme, elle a été choquée. Quelqu'un rentre chez toi quand tu es là avec tes gamins. Forcément, c'est choquant, mais bon, il y a un moment où, voilà, on va pas en parler, j'espère, pendant 3 mois non plus. Donc, il va falloir qu'il prenne des mesures de sécurité. Il va falloir qu'il rassure sa petite famille. Et puis, il n'y a pas de raison que Di Maria ne se remette pas à jouer. Mais je suis inquiet quand même par rapport à lui. Après, Marquinhos, même chose. Son père a été frappé. Bon, c'est quelque chose qui va forcément le marquer pendant quelques temps. Mais le week-end prochain à Lyon, ce ne sera pas une excuse. Tu ne pourras pas dire à Lyon,
papa de Marquinhos a été frappé, donc c'est pour ça qu'il n'a pas été bon. Si c'est le cas, bah écoutez, ça m'étonnerait quand même qu'on aille jusque-là, quoi. Donc à voir. Mais encore une fois, on va attendre déjà d'en savoir un peu plus sur les circonstances. Et ce qui est sûr, en tout cas, c'est que le match d'hier, et c'est pour ça aussi qu'on a voulu, je pense, en parler du match d'hier, c'est que ce qui s'est passé en marge de ce match n'a pas affecté le match, quoi. Les joueurs n'étaient pas au courant. Donc, c'est pas, d'ailleurs, le Pochettino le dit aussi, c'est pas une excuse. Il n'y a pas d'excuse. Donc voilà. Je rappelle que pour Di Maria, il avait subi la même chose avant son arrivée au Paris Saint-Germain à Manchester United, quand il jouait à Manchester United, pardon, et qu'il avait vécu ça voilà, très très mal et ça a été plutôt traumatisant. Des médias à l'époque expliquaient que c'était une des raisons pour lesquelles il a voulu quitter Manchester. Non, enfin c'est une des raisons évidemment, mais c'est surtout aussi parce qu'il ne se plaisait pas du tout. La vie en Angleterre ne lui plaisait pas, surtout dans le nord de l'Angleterre, et que le championnat anglais, semble-t-il, n'était pas fait pour lui. Donc voilà. Mais je vais dans ton sens. Je pense que ça va être un peu plus difficile pour Angel Di Maria, qui a l'air d'être un joueur hypersensible et ça aura sans doute un impact sur son jeu dans les prochains jours, mais peut-être que s'il est vraiment touché, peut-être que Pochettino, je pense qu'il y aura discussion avec Pochettino et peut-être qu'il va le laisser au repos quelques temps, histoire de se retrouver avec sa famille. Et en général, quand il arrive ça, en général, voilà, tu déménages parce que psychologiquement, vaut mieux déménager pour plus, tu vois, être dans l'endroit où ça s'est passé. Donc, je pense que c'est ce qui va se passer pour Di Maria. Et encore une fois, il vient de prolonger, donc je ne le vois pas partir. Je ne le vois pas partir pour cette raison aussi. Tu vois. Donc, le club va faire en sorte que, à mon avis, va sécuriser ses joueurs, peut-être des agents de sécurité, etc. Ça se fait déjà dans plusieurs clubs. Donc, l'essentiel étant qu'évidemment, il n'y a pas eu de victime de son côté à lui, et même pour Marquinhos, il semblerait quand même que tout va bien. Yacine, qu'est-ce que tu en penses, toi, pour les prochains jours? Est-ce que ça va avoir un impact? Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas eu de blessés, de choses très, très graves, ils vont réussir à passer outre, ou ça peut vraiment poser un problème chez les joueurs concernés et aussi les joueurs qui sont autour, parce qu'eux aussi habitent la capitale, eux aussi habitent des appartements luxueux. On sait que chez eux, il y a toujours des objets de valeur. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, Yacine? En fait, comme pour tout, je pense que ça dépendra des joueurs. Parce qu'en fait, c'est pas les premiers, ce ne sera pas les derniers, malheureusement. C'est arrivé à d'autres avant. Pour ceux qui se rappellent même plus loin, Mexès à la Roma, lui carrément, ils ont pris sa voiture, il y avait son enfant dans la voiture. Donc, il y a des choses très graves qui sont déjà arrivées par le passé. Et encore une fois, que les gens écoutent bien, c'est pas du tout le fait de minimiser ou de dire puisque c'est arrivé plein de fois, c'est pas grave. C'est pas du tout ça. Le truc, c'est que je pense que ça dépend de chacun. Il y a des gens qui le vivent très mal parce que, par exemple, quand tu vas être en déplacement désormais, tu vas te dire, déjà, c'était au parc, mais quand tu vas aller en déplacement encore plus, tu vas te dire qu'est-ce qui se passe. Donc, tu vas être aussi inquiet pendant un certain temps. Après, c'est comme tout dans la vie, malheureusement, hein, que ce soit un décès, un cambriolage, un vol de voiture. Oui, tu as les jours suivants où c'est très dur. Et puis, comme tout dans la vie, à un moment donné, ça reste dans ta tête, mais tu passes à autre chose. Tant qu'il n'y a pas eu de choses très graves, évidemment. Donc voilà, moi je pense que ça dépendra des joueurs. Et effectivement, Di Maria, peut-être que l'impact sera un peu plus grand parce qu'il y avait sa femme et ses enfants, parce qu'il a déjà vécu à Manchester. Donc ça fait, voilà. Après, vous savez, il y a aussi, là on a entendu les histoires, il y a eu Choupo, il y a eu Silva, c'est arrivé. On n'entend pas tout non plus. La saison dernière, Mauro Icardi aussi, pareil. Voilà, on n'entend pas tout non plus, hein. Ça arrive régulièrement aux footballeurs, ça arrive régulièrement aux présentateurs télé qui font des émissions le soir, etc. On n'entend pas tout, mais c'est des choses malheureusement qui arrivent régulièrement. Et même Yacine, et j'ai envie même te dire, récemment, je ne sais plus dans quel club, c'était la semaine dernière, un joueur, mais un petit club, je ne sais plus si Oui, oui, mais ça arrive à Dijon, ça arrive à Dijon. Brest, oui. Oui, évidemment, ça arrive vraiment dans tous les clubs. Ce n'est pas parce que c'est Paris et que les joueurs ont des gros salaires, etc. À partir du moment où tu es joueur professionnel, les malfaiteurs, eux, savent que quoi qu'il arrive, il y a toujours des objets de valeur, que ce soit des montres, des sacs de luxe, etc. Voilà. Et puis tu peux pas faire plus simple. Dijon, Strasbourg ou Paris, c'est exactement pareil. Tu peux pas faire plus simple qu'un joueur qui est sur le terrain. Tu es sûr et certain qu'il va pas rentrer. Oui. Malheureusement, c'est leur stratégie. Donc, et puis avant, les femmes des joueurs, elles étaient au stade, dans les loges et tout. Là, malheureusement, il n'y a plus de public, donc elles sont chez elles. Et c'est là le problème, en fait. Parce qu'effectivement, elles peuvent se retrouver nez à nez avec ce genre de personnage. Voilà, je pense que oui, ça aura un impact sur certains et pas d'autres. Et effectivement, le fait qu'il y ait un match dès mercredi, ouais, ça arrive peut-être un peu vite. Voilà. Après, j'espère. Moi, j'ai envie de dire, j'espère juste que moralement, mais je parle de tout, je parle pas football, que ça aura pas
plus d'impact que ça, parce qu'effectivement, comme l'a dit Nico, c'est traumatisant. Et puis, voilà, comme je l'ai tweeté, moi, j'avoue, moi, j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui se passe aujourd'hui, et notamment là-dessus. Voilà, c'est compliqué, parce que le cambriolage, ça a toujours existé, mais aujourd'hui, tout se fait avec de la violence, et voilà, c'est pas la vie que j'ai envie de vivre, et c'est pas la vie, et c'est pas non plus le monde dans lequel j'ai envie de me laisser mes enfants. Voilà, te dire que même chez toi, t'es pas tranquille, que tu aies de l'argent ou pas, je veux dire que tu l'as pas volé. Enfin, voilà quoi, Ah, mais c'est dur. c'est- Moi, c'est dur pour moi. c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que c'est un peu le reflet de la société et ça arrive même dans le football. C'est la violence en fait aujourd'hui où tu te dis les gens sont quand même capables de pénétrer dans une maison où il y a femmes et enfants et ils vont pas faire marche arrière en se disant on reviendra plus tard quand la maison sera vide. Mm. Voilà, ils sont prêts à faire pour un peu d'argent et puis ils sont même pas sûrs de trouver en plus. Là, a priori, chez André Di Maria, il y avait un coffre-fort où la clé était dessus. Donc, a priori, il y a eu quand même Et là, ils ont annoncé 500 000 euros de. voilà, d'objets volés entre montres, bijoux, sacs de luxe, etc. Mais oui, oui, c'est ce qui fait un peu peur et ça aurait pu être beaucoup plus grave. Donc, nous, on est très, très contents, évidemment, on est plutôt rassurés qu'il soit rien passé de grave. Que ce soit chez Di Maria et chez le père de Marquinhos, même si lui, le pauvre, apparemment, a quand même reçu quelques coups, mais rien de grave, Dieu merci, j'ai envie de vous dire. C'est comme ça, les gars. C'est comme ça. Il va falloir qu'en tout cas le PSG se relève, soit fort, parce qu'il y a un match très important mercredi. Si Paris veut conserver son titre, enfin, sa Coupe de France, il va falloir passer par Lille, qui est premier du championnat, qui est une équipe très solide. Un petit pronostic avant de rendre l'antenne. Vous le sentez bien, pas bien, au vu des derniers événements ou peut-être ça peut être quelque chose qui va les regalvaniser, les motiver pour se dire allez, ok, on va le faire pour Marquinhos, on va le faire pour Di Maria et on va passer ce tour. Nico. Tu me demandes vraiment un prono, t'es vache. Tu sais que je suis pas bon en prono, moi. Non, pas de prono, mais voilà, à ton avis, voilà, ça va bien se passer, pas bien se passer. Je Est-ce que pense ça peut que ça. être de levier? Bah écoute, je t'annonce un match très moche avec un 1-0, mais je ne sais pas pour qui. Ok, ça marche. Yacine, je te laisse le mot de la fin pour ce PSG Lille. Écoute, moi, je pense que ça va bien se passer, parce que comme Paris, c'est un match sur deux, le problème, c'est que ça va être Lille et peut-être pas Lyon. Mais Oui, vas-y, fini, pardon. non, mais en fait, le truc, c'est que en fait, Lille a la chance en championnat d'avoir ces 3 points d'avance là, qui peuvent être importants finalement sur la durée, parce qu'on l'avait dit à chaque week-end, on dit tiens, Paris a fait la bonne affaire, Paris a fait la mauvaise affaire. Voilà, finalement, ils ont 3 points, ça fait un match. Euh, le truc, c'est que moi, je regarde beaucoup de matchs, et que ce soit Lyon ou Lille, il n'y a rien qui me dit aujourd'hui, bah, finalement, Paris a réellement raté le coche, Lille, ils vont défoncer tout le monde jusqu'à la fin de la saison. Donc, aujourd'hui, tu peux même pas dire ça. Le seul truc, c'est que je me dis, j'espère juste que effectivement le fait de jouer Lille puis Lyon, au moins dans la motivation, on va avoir quelque chose d'intéressant. J'espère franchement le retour de Keane, parce que c'est peut-être pas le plus beau joueur du monde, mais en tout cas dans son activité, dans son état d'esprit, je pense qu'il est important aujourd'hui dans ce qu'il propose sur le terrain. Et évidemment le retour de Neymar, parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Même si on a envie des fois de lui mettre des baffes, bah ouais, c'est quand même le joueur qui fait la différence. Il est important. Quand il est là, il se passe des choses. Voilà, quoi. Et puis ça te permet aussi d'avoir un banc plus conséquent. Parce que quand tu récupères Keane et Neymar, c'est donc que tu vas avoir des joueurs qui étaient titulaires qui vont être sur le banc. Donc voilà. Et puis, tu as, des joueurs comme Sarabia voilà, qui sont vraiment pas terribles en ce moment, qui vont avoir de moins en moins de temps de jeu parce que à chaque fois que Pochettino lui donne sa chance, malheureusement pour lui, alors même si parfois il arrive à mettre un but ou deux, mais dans le jeu, on n'a pas retrouvé le Sarabia ni de Séville, ni de la première saison de son arrivée au Paris Saint-Germain. Messieurs, merci beaucoup. Merci d'être accompagnés ce matin pour le débrief. Je suis désolé pour les spectateurs. Moi, je ne suis pas présentateur. Je n'ai pas le talent d'Hugo, donc on l'a fait un peu à la freestyle parce que Hugo n'était pas. Ah, mais t'inquiète pas, ils ont l'habitude qu'Herrera et Dagba, ils sont pas arrière droit et ils jouent. Merci pour la comparaison. Merci beaucoup, Yacine. Ouais, c'est ça, Mousse, t'étais le carrière de Paris United. C'est un commentateur, j'ai pas dit consultant. Si en tant que consultant, j'avais dit ça, j'avoue,
J'aurais pu te poser des questions. Non, mais merci Yacine, merci pour tes encouragements. En tout cas, ça fait plaisir. Mais voilà, je suis désolé parce que voilà, j'ai dû le remplacer au pied levé. Il ne se sentait pas très beau, donc on le retrouvera sans doute jeudi pour le débrief de PSG Lille en Coupe de France. Bon, j'espère quand même que vous aurez apprécié au moins la qualité des analyses de Nicolas et de Yacine. Quant à moi, voilà, faites abstraction et écoutez surtout Yacine et Nicolas. Merci encore à vous deux. Et puis on se dit à jeudi pour, on l'espère, une qualification au prochain tour de Coupe de France. Salut à tous. Ciao. Hop.